INA Podcast. Il y a des noms qui reviennent inlassablement dans l'actualité. Celui-ci en fait partie. Hezbollah, aussi appelé le Parti de Dieu, un mouvement fondamentaliste islamique chiite libanais, à la fois parti politique et milice armée, classé comme organisation terroriste par l'Union européenne. Un mouvement très structuré, influent au Liban et en guerre contre son ennemi juré, Israël. Depuis des décennies, le Hezbollah et l'État hébreu se livrent à un conflit en dents de scie, très fortement ravivé depuis le début de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran, l'allié historique du Hezbollah. Résultat, le Liban se retrouve de nouveau sous les bombes israéliennes. Au désespoir de sa population civile, plus d'1,2 million de déplacés depuis début mars. Mais au fait, comment une milice qui ne détient pas officiellement le pouvoir politique au Liban peut-elle être si influente au point de plonger son pays dans la guerre ? Comment fonctionne et que veut le Hezbollah ? Tout ça, on en parle avec vous. Christophe Ayad, bonjour. Bonjour. Grand reporter pour le journal Le Monde, prix Albert Londres et auteur de Géopolitique du Hezbollah. C'est publié chez Presse Universitaire de France. Christophe Ayad, c'est le Hezbollah aujourd'hui qui fait la loi au Liban ? Il ne fait pas la loi au sens du fait qu'il déciderait de tout, mais c'est lui qui décide de la paix ou de la guerre. Il lui suffit d'envoyer 3 roquettes sur le nord d'Israël, ce qu'il a fait au lendemain de l'assassinat de Ali Khamenei, le guide suprême iranien, et la guerre est repartie. Donc le Hezbollah, il a un pouvoir énorme qui est de décider de la paix ou de la guerre, ce qui est théoriquement la prérogative d'un État et non pas d'une milice. Et on va comprendre avec vous pourquoi est-ce que cette structure, ce mouvement détient autant de pouvoir. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archives consacré bien sûr à l'histoire du Hezbollah. Et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cosset, vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again is a no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Le Hezbollah, en arabe Hizbullah, littéralement le parti d'Allah, apparaît au Liban au début des années 80. Nous sommes en juin 1982 et dans le sud du pays, il se passe ça. Dimanche, 1h30 du matin, l'état-major israélien donne l'ordre à ses forces de traverser la frontière libanaise. Des moyens importants sont lancés dans cette opération que les Israéliens ont baptisée Paix pour la Galilée. Moyens utilisés, aviation, marine, infanterie et chars. La ville de Tyr subit un bombardement intensif, alors que les populations civiles sont prises évidemment dans la bataille. Dans cette ville sont implantées de nombreuses brigades palestiniennes. L'objectif de l'État hébreu, éliminer les bases de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, installée au sud Liban, et assurer la sécurité de la Galilée au nord d'Israël, en créant une zone tampon autour de la frontière. À Beyrouth, la capitale libanaise, à peu près au même moment, il se passe ça. Banlieue de Beyrouth, les portraits de Roménie envahissent les rues. Le Parti de Dieu, en arabe Hizb Allah, est en train de naître alors qu'Israël envahit le Liban. Son guide spirituel, Mohamed Fadlallah, s'inspire directement de l'Iran chiite fondamentaliste de Roménie. Avec ceux qui furent dans un premier temps ses étudiants avant de devenir des soldats, il s'installe dans la banlieue sud de la capitale libanaise et dans la plaine de la Bekaa. À l'origine, le Hezbollah reçoit l'essentiel de son aide de l'Iran. Les chiites libanais les plus extrémistes y adhèrent. C'est sous leur inspiration que le 23 octobre 1983 sont commis les attentats suicides meurtriers contre les casernes américaines et françaises de la force multinationale à Beyrouth. Effectivement, le Hezbollah, qui n'a pas encore à l'époque d'existence officielle, va marquer tristement l'histoire en octobre 1983. Ce matin, à l'aube donc, à 2 minutes d'intervalle, le quartier général des Marines américains à Beyrouth et un poste de commandement du 1er régiment de chasseurs parachutistes français ont été victimes d'un double attentat à l'explosif. Ces images que nous venons de recevoir sont celles de l'immeuble, ou plus exactement sont celles de ce qui reste de l'immeuble qui abritait une centaine de soldats français de la force multinationale
et qui a donc été littéralement soufflé par une explosion qui s'est produite à 5h22, heure de Paris, quelques minutes seulement après la destruction du quartier général américain dans la zone de l'aéroport. Ici, nous sommes dans un quartier du sud de Beyrouth, celui de Ramlet al-Baïd. Il y aurait au moins un minimum d'une vingtaine de morts. Ce sera en réalité bien plus. 58 militaires français seront tués et 241 militaires américains. Dans les années qui suivent, les méthodes terroristes du Hezbollah continuent, avec par exemple plusieurs enlèvements, des Français notamment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 80, c'est la guerre civile au Liban. Plusieurs milices armées, dont le Hezbollah, s'affrontent. Le pays est instable. En 89, les accords de Taïf mettent fin à cette guerre intérieure. Ils imposent le désarmement de toutes les milices, sauf le Hezbollah, qui se revendique comme une organisation de résistance face à Israël, qui occupe toujours le sud du pays. Et justement, avec le voisin hébreu, les affrontements ne vont pas tarder à reprendre. 1993. C'est en riposte aux attaques des militants du Hezbollah pro-iranien qui ont coûté la vie à 7 soldats israéliens en un mois que l'armée israélienne a lancé cette offensive la plus importante depuis 1985. Pour que les choses soient claires, cette opération a d'ailleurs été baptisée « règlement de compte ». Objectif stratégique, Israël veut obtenir du gouvernement libanais qu'il désarme le Hezbollah. Tactique, en rendant intenable par ses bombardements la vie dans les régions où le mouvement intégriste est implanté, Israël espère que les villageois libanais feront pression sur Beyrouth. L'aviation et l'artillerie israélienne continuent de bombarder des positions du Hezbollah qui lui riposte comme il le fait depuis hier en tirant des roquettes sur la Galilée. Des affrontements constants ou presque qui vont durer toute la décennie. Mais en 2000, les cartes sont rebattues. Après 22 ans d'occupation, le gouvernement israélien, notamment face à la pression de l'opinion publique, retire ses troupes du sud Liban. Le Hezbollah prend le contrôle de ce territoire qui devient le bastion de l'organisation. Une victoire qui était fêtée un an plus tard. Écoutez, archives de mai 2001. On lui prête l'aura et le charisme des grands vainqueurs. Hassan Nasrallah dirige le Hezbollah, parti islamiste libanais. Ce soir à Beyrouth, il fête devant un public subjugué le premier anniversaire de sa victoire contre Israël et encourage au passage les Palestiniens qui, dit-il, vaincront eux aussi. À 2 heures de route de là, au sud Liban, à la frontière avec l'État hébreu, les activistes du parti fêtent aussi l'événement et les slogans contre le voisin vaincu sont les mêmes. Le char en flammes symbolise l'humiliante retraite des troupes israéliennes il y a un an. Depuis, la région s'est teintée de jaune, la couleur de ceux qui ont résisté à l'occupant. Ici à la frontière, c'est Hezbollah qui contrôle. Et c'est normal. Ils sont le symbole de la liberté, le symbole de notre combat. Et c'est vrai qu'auprès d'une partie de la population libanaise, le Hezbollah séduit. Emmené depuis 1992 par le très populaire Hassan Nasrallah, l'organisation, qui est aussi désormais un parti politique avec des députés au Parlement, étend de plus en plus son influence dans la société libanaise. Soutenu par l'Iran et la Syrie, le Hezbollah finance des aides sociales, fait construire des écoles, des hôpitaux, notamment dans le sud du pays. La page de la guerre avec Israël est donc enfin tournée. Pas si vite, juillet 2006. Tout au long de la frontière entre Israël et le Liban, l'armée israélienne est passée à l'offensive. Offensive terrestre d'abord, qui frappe des villages du sud Liban et des positions du Hezbollah chiite libanais. Il ne s'agit plus de répliques ciblées à des actes terroristes, mais de la préparation d'une attaque terrestre. D'ailleurs, dès cet après-midi, l'armée israélienne a pénétré à l'intérieur du territoire libanais. C'est le début de la réplique d'Israël au Hezbollah libanais, qui a attaqué une patrouille tôt ce matin en territoire israélien. 3 soldats ont été tués, 2 autres ont été enlevés et faits prisonniers. Pour Ehud Olmert, le Premier ministre israélien, c'est un acte de guerre dont il tient le Liban responsable. Le Liban, ajoute-t-il, en paiera le prix. Le chef du Hezbollah, Cher Nasrallah, a justifié cet enlèvement. C'était, a-t-il dit, l'unique moyen d'obtenir par échange la libération d'une partie des 10 000 Palestiniens détenus en Israël. Ce nouveau conflit va durer 33 jours. Bilan, 1200 morts côté libanais, principalement des civils, 165 côté israélien. Malgré un Liban dévasté, le Hezbollah revendique une victoire divine. La popularité de Nasrallah monte en flèche, tandis qu'un calme relatif revient dans la région.
Mais en 2023, tout bascule une énième fois. Après le pogrom du 7 octobre et le début du conflit avec le Hamas, le Hezbollah attaque Israël en soutien, je cite, à Gaza. En septembre 2024, Hassan Nasrallah est tué à Beyrouth par une frappe israélienne. Et depuis, la tension ne redescend pas, ravivée par l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. En représailles, l'organisation chiite attaque Israël de plus belle. Le sud Liban est depuis sous les bombes israéliennes. Mais au fait, comment une milice qui ne détient pas le pouvoir politique au Liban peut-elle avoir une telle influence géopolitique dans la région ? Que veut le Hezbollah ? Quel avenir pour le Liban ? Et comment sortir de ce conflit sans fin ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Christophe Ayad. Déjà, pour commencer, peut-être une réaction aux archives qu'on vient d'entendre. Un récit non exhaustif, je le précise. Vous voulez peut-être ajouter des précisions, des éléments de contexte ? En tout cas, c'est un très bon résumé. Il y a une dimension qui manque peut-être, mais en 6 minutes, on peut pas tout raconter. C'est celle du rôle intérieur du Hezbollah. Et notamment à partir de 2005, lorsque le Hezbollah... comme il a été condamné pour ça par la justice internationale, enfin en tout cas par une cour faite de juges libanais et internationaux, a organisé l'assassinat de l'ex-premier ministre Rafik Hariri, et puis ensuite, en 2008, a carrément envahi les armes à la main Beyrouth-Ouest pour marquer sa suprématie sur la vie politique du Liban. Et donc... là, son image a un peu changé pour une partie des Libanais, ceux qui lui sont hostiles. Il est apparu comme un oppresseur intérieur. On va revenir effectivement sur la cote qu'il a ou non auprès de la population, parce que c'est un point important et qui permet de comprendre beaucoup de choses sur la situation actuelle aussi. Avant ça, pour qu'on comprenne bien, le Hezbollah aujourd'hui, c'est à peu près combien d'hommes ? Est-ce qu'on sait ce que ça représente à l'échelle du Liban, par exemple ? C'est, disons, un tiers des... 5,5, 6 millions de Libanais. D'accord. Un tiers soutient le Hezbollah. Voilà. Bon, globalement, la communauté chiite. Après, en disant ça, je schématise beaucoup. Il y a des non-chiites qui soutiennent le Hezbollah, et il y a des chiites qui ne soutiennent pas le Hezbollah. Mais globalement, on pourrait dire que c'est un gros tiers du Parlement, puisque le Hezbollah compte 40 députés sur 130. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc un tiers. Ah oui, ça c'est très concret. Presque un tiers. Pour compléter votre question, le Hezbollah, c'est combien d'hommes ? On n'a pas de statistiques là-dessus. Disons qu'en Parce qu'il y a le parti, il y a la milice, il y a plusieurs choses, c'est ça ? Il y a le parti, il y a la milice armée. On pense que la milice armée, en tout cas en 2023, au moment où les affrontements reprennent après le 7 octobre entre Israël et le Hezbollah, c'est... 50 000 hommes, 15 000 soldats d'élite, 30 000 combattants à temps plein et 20 à 30 000 autres mobilisables. Combien ils sont aujourd'hui ? Combien ont été tués, décimés en 2024 ? Combien ont été formés pendant la trêve de novembre 2024 à mars 2026 ? C'est extrêmement difficile à dire, d'autant que le Hezbollah est devenu terriblement méfiant. On se souvient de l'épisode des beepers qui ont montré une forme d'infiltration quand même. Israël qui fait exploser les beepers du Hezbollah, qui a fait une attaque coordonnée jamais vue, qui a fait beaucoup de morts dans les rangs du Hezbollah. Voilà, beaucoup de morts, beaucoup de blessés, et qui a exposé le fait que le Hezbollah pouvait être infiltré. C'était en septembre 2024, juste avant la mort d'Hassan Nasrallah, son chef charismatique, dans un bombardement israélien. Donc le Hezbollah, c'est plusieurs choses, mais en tout cas, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui l'entourent d'un cordon de sympathie, de solidarité familiale, villageoise, politique, religieuse, etc. Donc croire qu'on peut éradiquer le Hezbollah, c'est une erreur. C'est un mensonge. On n'éradique pas plusieurs centaines de milliers de personnes. Éradiquer, c'est l'objectif d'Israël. On va y revenir, mais vous pensez à ça quand on parle d'éradiquer le Hezbollah, j'imagine. Sur l'organisation, et notamment sur l'aspect parti politique, vous le disiez, une quarantaine de députés au Parlement. Ils ont des ministres aussi, je crois, au gouvernement ? Oui, mais dans le gouvernement actuel du Liban, il y en a un ou deux qui représentent les intérêts du Hezbollah, mais qui ne sont pas membres du parti. Donc c'est des gens de partis alliés, comme le parti Amal, l'autre parti chiite. Donc
ses points de vue sont représentés au sein du gouvernement, mais il n'est plus membre du gouvernement. Et ça, c'est déjà la preuve d'un affaiblissement quand même. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement du Liban n'est grosso modo pas allié, ou pas allié du tout aujourd'hui, avec le Hezbollah. Non, pas du tout. Jusqu'en début 2024, le gouvernement libanais est sous la coupe du Hezbollah. Mais c'est plus le cas. Il y a eu un échec militaire, il y a eu la mort de Nasrallah, et donc cet affaiblissement a conduit à la mise en place d'un gouvernement quand même beaucoup plus indépendant que tous les gouvernements précédents au Liban. Est-ce que cet affaiblissement, il s'est traduit aussi par un affaiblissement territorial ? Pendant longtemps, je crois que le Hezbollah, il contrôlait alors le sud Liban, la banlieue sud de Beyrouth, la plaine de la Bekaa aussi, c'est à l'ouest du pays, proche de la frontière syrienne. C'est à peu près la même zone géographique aujourd'hui de contrôle pour la milice du Hezbollah, ou ça a changé ? Non, ça n'a pas changé, ça reste ces bastions. Après, ce contrôle, il est plus ou moins, visible dans la rue, mais dès que vous vous baladez un peu plus qu'un quart d'heure dans la banlieue sud de Beyrouth, il y a toujours un jeune qui arrive en scooter et qui vient vous demander ce que vous faites là, est-ce que vous avez l'autorisation du parti, etc. Et l'accès au sud du Liban, qui est devenu une zone de guerre en ce moment, est là aussi contrôlé par le Hezbollah. C'est-à-dire c'est comme un État dans l'État, c'est ça ? C'est exactement ça, un État dans l'État. Alors il se trouve que l'État, il est un peu faible au Liban, donc il y a eu cette espèce de formule un peu paradoxale que j'ai reprise dans mon livre, mais n'en suis pas l'inventeur, mais c'est un État dans le non-État. C'est ça le Hezbollah, c'est une force beaucoup plus puissante et organisée que l'État libanais, qui dépend d'équilibres confessionnels, politiques, religieux, régionaux, etc., et qui est très fragile et instable. Qu'on comprenne bien cette milice, donc cette force armée, très équipée d'ailleurs, je crois, on va y revenir, grâce au soutien de l'Iran, ça veut dire qu'elle est 100% autonome, elle échappe complètement au contrôle de l'État libanais, parce qu'il y a une armée libanaise officielle, je crois, aussi. Il y a tout à fait une armée libanaise officielle qui est traversée de courants politiques assez divers. Et dans l'armée libanaise, il y a des gens qui sont anti-Hezbollah et d'autres qui sont pro-Hezbollah. Donc c'est pour ça que l'armée libanaise, elle est un peu fragile et qu'il ne faut pas forcément l'envoyer au casse-pipe face à une milice qui, elle, est complètement homogène, sait ce qu'elle veut et est prête à se battre, y compris contre des Libanais, pas seulement contre les Israéliens. Si jamais on veut porter atteinte à sa raison d'être et au cœur de sa mission, qui est la résistance à Israël. On le disait dans le récit documentaire, l'Iran a toujours soutenu financièrement le Hezbollah. Il y avait aussi pendant des années, je crois, la Syrie de Bachar el-Assad. Bon, le régime de Bachar el-Assad est tombé l'année dernière. Depuis, est-ce que c'est l'Iran qui finance intégralement le Hezbollah ? Première question. Et deuxième question, si oui, est-ce que ça veut dire que c'est l'Iran qui dirige le Hezbollah aujourd'hui ? C'est l'Iran qui a fondé le Hezbollah avec des Libanais au départ. Donc, il est dans les fondateurs du Hezbollah. Il y a une sorte de symbiose complète entre les dirigeants du Hezbollah et le régime de la République islamique iranienne. Ils sont complètement raccords. Est-ce que aujourd'hui le soutien iranien est aussi fort que par le passé ? Il est plus difficile. C'est-à-dire que faire parvenir des armes, de l'argent au Hezbollah, on n'a plus aujourd'hui la Syrie qui permettait que l'Iran passe tranquillement ses armes, tranquillement ses missiles, ses valises de billets, etc. Deuxièmement, l'Iran lui-même est assiégé, il est appauvri. Donc, il a d'autres chats à fouetter que de soutenir le Hezbollah. Il se trouve que le Hezbollah, en plusieurs décennies d'existence, depuis les années 80, il a développé ses propres sources de financement. Et ses propres sources de financement, c'est le trafic de drogue, le trafic d'armes, cette fameuse drogue qu'on a appelée le Captagon, qui est produite massivement, ou qui a été produite en tout cas massivement en Syrie à l'époque de Bachar el-Assad, mais aussi la cocaïne. Il y a eu des filières d'approvisionnement en cocaïne et de revente sur lesquelles le Hezbollah prélevait sa dîme depuis la Colombie, le Venezuela, etc. Enfin, le Hezbollah, il bénéficie d'une sorte d'impôt parfois un peu imposé, parfois de soutien de la communauté chiite, qu'elle soit
au Liban ou à l'étranger. Vous avez des grands commerçants chiites libanais en Afrique, du Congo jusqu'au Sénégal, qui participent au financement du Hezbollah, soit par sympathie, soit parce qu'ils n'ont pas trop le choix et qu'on leur fait comprendre que s'ils veulent que leur magnifique maison au sud du Liban n'explose pas par miracle, ou s'ils veulent préserver leurs biens au sud du Liban, il vaut mieux qu'ils financent le Hezbollah. Donc si on résume, une organisation qui n'a pas le pouvoir politique au Liban, qui n'est pas majoritaire au sein de la population libanaise, mais qui a la capacité de déclencher une guerre qui entraîne et impacte tout le pays. Cette nouvelle guerre, elle a été d'ailleurs déclenchée non pas au nom des Libanais, mais au nom de la solidarité avec le régime iranien, attaqué depuis début mars par les États-Unis et Israël. Comment est-ce que les Libanais réagissent face à cette énième relent de violence et de désolation, déjà des milliers de morts depuis mars 2026, plus de 2500 morts et 7800 blessés, je lisais, ça c'était fin avril. On entendait dans les archives le Hezbollah populaire auprès de sa base au milieu des années 2000, je le disais, notamment grâce à Hassan Nasrallah. Est-ce que le Hezbollah est toujours aussi populaire ou en tout cas soutenu par une partie des Libanais aujourd'hui ? Par une partie des Libanais, oui. Ça tient, le socle y tient. Le socle y tient pour l'instant. Il y a eu peut-être un moment un peu de stupeur, y compris chez les habitants chiites du sud du Liban, lorsque le Hezbollah a rouvert les hostilités après plusieurs mois de trêve, au lendemain de la mort du guide suprême iranien, Ali Khamenei. Mais cette stupeur, elle s'efface vite face à la violence de la riposte israélienne qui pousse les victimes de cette guerre dans les bras du Hezbollah. La destruction des villages, la mort de familles, de pères de famille, etc., fabriquent de la haine d'Israël. Et qui porte mieux la haine d'Israël que le Hezbollah ? Personne. Donc il y a une sorte de tango mortifère entre le Hezbollah et les dirigeants israéliens actuels, qui sont particulièrement extrémistes, et qui fait qu'ils se nourrissent l'un l'autre dans le conflit, la mort, la haine, etc. Maintenant, si vous voulez parler de l'ensemble des Libanais, il y a des gens qui sont pas du tout contents, mais pas du tout, que cette guerre se soit rouverte, pour deux raisons. D'abord parce que le Liban y perd beaucoup, et puis c'est notamment une grande partie de la communauté chrétienne, mais aussi une partie des sunnites, qui voient ensuite débarquer des déplacés du sud Liban dans leur zone. Le Liban, il faut savoir que c'est multiconfessionnel, multireligieux, mais qu'il y a une marqueterie très délicate dans ce pays, et qu'un village chrétien est un village chrétien, et que vous pouvez pas y implanter 200 déplacés chiites, dont en plus peut-être certains membres du Hezbollah qui s'y sont cachés, ce qui va entraîner des bombardements israéliens. Donc il y a une sorte de grande méfiance envers ces déplacés qui, eux, ont perdu tout, leur village, leurs maisons, qui sont en train d'être rasés au bulldozer par Israël. Donc vous déstabilisez tout l'équilibre confessionnel du Liban, et ça c'est une poudrière, parce que les gens ont l'habitude d'être majoritaires dans leur lieu de vie, et qu'on ne peut pas changer démographiquement comme ça du jour au lendemain ou dans une nuit. Je reprends votre expression, que je trouvais très intéressante, tango mortifère entre d'un côté le Hezbollah, de l'autre les dirigeants du gouvernement d'Israël. J'allais vous demander la stratégie d'Israël face au Hezbollah. J'entendais, en travaillant sur ce récit, bombarder grosso modo à fond le Liban, terroriser la population libanaise pour qu'au fond la population libanaise se dise tout ça c'est de la faute du Hezbollah, donc on va se liguer contre le Hezbollah pour chasser le Hezbollah de chez nous. Oui, mais cette stratégie qui est en œuvre depuis 1978, c'est-à-dire vous avez 78, 82, etc., elle n'a pas marché. Elle ne marche pas. Elle fabrique du Hezbollah, au contraire. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que on vit dans un monde, dans cette région, fait de paix et de bonnes intentions. Ça ne suffit pas, effectivement. Mais l'illusion qu'on peut éradiquer, il y a deux illusions israéliennes. Et je pense qu'à force de s'illusionner, on est un peu dans le cynisme. La première illusion, c'est de croire qu'on peut éradiquer le Hezbollah. Non. On ne l'éradique pas en tant que force politique. Alors après, est-ce qu'on peut le désarmer ? Complètement non plus, mais désarmer ses armes lourdes, oui.
et éventuellement le cantonner et lui dire vous ne dépassez pas telle zone. D'ailleurs, c'est ce qu'il était censé faire au terme de résolution de l'ONU de cessez-le-feu de post-2006. Le Hezbollah n'était pas censé avoir de présence au sud du fleuve Litani. C'est la FINUL qui était là pour la force de l'ONU qui était là pour contrôler ceci. C'est pas vrai parce qu'on découvre tous les jours des caches d'armes, des tunnels, etc. Maintenant, est-ce que parce que le Hezbollah a fait ça, Israël doit se sentir autorisé à détruire littéralement et à raser des dizaines de villages au sud du Liban? Je ne crois pas. Enfin, je pense qu'on est en dehors du droit international. Et la deuxième illusion, c'est de dire le gouvernement libanais va pouvoir désarmer le Hezbollah. C'est demander à une fourmi de battre un éléphant aujourd'hui. Le gouvernement libanais, il n'a pas tant de moyens que ça et il n'a pas envie de déclencher un affrontement entre cette milice et sa propre armée qui elle-même est traversée par des courants différents et qui compte des chiites qui risquent de déserter si jamais ils se retrouvent à devoir tirer sur des cousins ou des voisins. En conclusion, vous qui êtes fin observateur de la région et de toutes ces complexités géopolitiques, comment est-ce qu'on pourrait sortir de ce conflit sans fin? C'est quoi les perspectives à court ou moyen terme? Alors bien malin celui qui a la solution, mais peut-être des éléments pour ajuster tout ça? La perspective, ça serait d'avoir un processus de négociation, ce qui est un peu le cas, même si... Entre Israël et le gouvernement libanais, ouais. Alors le Hezbollah n'est pas dans les négociations à l'heure actuelle. Le Hezbollah ne veut même pas que le Liban négocie. Mais il y a plusieurs problèmes dans cette négociation. C'est que le parrain de la négociation, les États-Unis, n'est pas ce qu'on appelle en anglais un honest broker. Ce n'est pas c'est un juge partial. Voilà, c'est pas un arbitre impartial. C'est un arbitre complètement acquis aux thèses d'Israël. Ouais. Donc, en tout cas, l'administration Trump aujourd'hui. Donc, il faudrait que la partie diplomatique libanaise soit un peu renforcée, et c'est le rôle que la France voudrait jouer. Mais ni les États-Unis ni Israël n'en ont envie. Moi, je suis pas très convaincu par des négociations où le Liban se trouve face à deux personnes qui lui lancent des ultimatums, et à un moment, le Liban va dire « mais vous voulez qu'on se suicide ?» Bon, on va pas signer pour un suicide, c'est-à-dire une sorte d'affrontement entre l'État libanais et le Hezbollah ouvert. Donc, ce qu'il faudrait, ça serait obtenir un nouveau retrait du Hezbollah, mais beaucoup plus haut que le Litani. Le gouvernement libanais a proposé quelque chose, mais il s'est donné ça pour objectif, qui était par exemple Beyrouth, ville sans armes. Donc, pas de cache d'armes dans Beyrouth. Et s'il est capable de mettre en œuvre cet objectif, ce qui est déjà important, qui consisterait à ratisser une partie de la banlieue sud où des garages, des sous-sols, etc. abritent des missiles, des lance-missiles, des roquettes, ce que vous voulez, ça serait déjà pas mal. Donc il fait preuve d'une bonne volonté. Mais il faut le soutenir, il faut lui garantir un peu d'argent pour reconstruire. Après, parce que on va lui dire, tu vas affronter le Hezbollah et puis ensuite tu resteras dans tes ruines. Où est la récompense? Donc, il faudrait un peu plus de soutien international au gouvernement libanais dans une négociation qui, pour aujourd'hui, est très déséquilibrée. Quelle perspective pour le Liban? Quel avenir pour la région? Que veut et comment fonctionne le Hezbollah? On a les cartes en main en tout cas pour y voir plus clair. Grâce à vous, Christophe Ayat, grand reporter au Monde, prix Albert Londres, ancien élève du CFJ, le centre de formation des journalistes, qui fait maintenant partie de l'université Panthéon-Assas, je le précise. Votre livre Géopolitique du Hezbollah, c'est publié chez Presse Universitaire de France. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires et parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.